Hi everyone, welcome. Welcome back to the show. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue de retour dans l'émission, avec moi, votre hôte Danny Haiphong. Comme vous pouvez le voir, je suis rejoint par l'économiste et analyste géopolitique de renommée mondiale, Jeffrey Sachs. Professeur Sachs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Toujours un plaisir d'être avec vous, Danny. Merci. Oui. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, tout le monde, pendant que nous. Commençons. Je voulais donc débuter, professeur Sachs, par ceci. L'administration Trump vient tout juste d'autoriser une vente d'armes d'environ 825 millions de dollars à l'Ukraine. Cela inclut plus de 3000 missiles appelés ATACMS, avec une portée qui pourrait dépasser celle des précédents ATACMS. Maintenant, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, vient de déclarer que la Russie et l'Ukraine ne sont pas prêtes pour la paix. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette décision particulière de l'administration Trump. Est-ce que cela a fait exploser le processus de paix? Car la Russie a répété à plusieurs reprises que ces missiles et ce financement maintiennent la guerre. Pendant ce temps, Trump affirme qu'il ne finance pas la guerre, qu'il vend simplement des armes à l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Trump et son équipe sont complètement incompétents. Tout d'abord, chaque jour, il y a un changement de point de vue, un changement de déclaration. Certains jours, ce sont des menaces. D'autres jours, des propos du type « mon meilleur ami Vladimir ». En réalité, ce ne sont pas des tactiques. C'est de l'incompétence et de l'incohérence. Le président est incapable de former une idée cohérente de ce qui se passe. Il est soumis à de multiples pressions. Ses propres promesses de mettre fin à la guerre, une opinion publique américaine qui est lasse de tout cela, les entrepreneurs de l'armement qui veulent vendre des armes, les néoconservateurs qui sont en partie des profiteurs de guerre et en partie des idéologues de la guerre, et enfin les dirigeants européens qui sont dans le même camp. Une combinaison de va-t-en-guerre et d'otages du complexe militaro-industriel, le leur et le nôtre, qui sont fondamentalement identiques. Trump n'a donc pas la capacité de trouver une issue à cette situation. C'est une administration qui échoue sur de nombreux fronts, y compris sur le défi de faire la paix. La paix est possible, mais elle ne se crée pas d'elle-même. Elle doit être conçue, construite dans un cadre clair. Elle doit être expliquée, justifiée. Elle exige des négociations, pas une réunion de 2 heures. Rien de tout cela ne se produit actuellement. C'est très triste. Et c'est très inquiétant d'avoir une telle incompétence à la tête des États-Unis. Mais je pense que c'est fondamentalement l'explication de ce que nous voyons. Ce ne sont pas des manœuvres intelligentes. Ce n'est pas stratégique. Ce n'est même pas tactique. C'est simplement de l'agitation désordonnée. And will it make a difference, Professor Sachs? Et est-ce que cela fera une différence, professeur Sachs, puisque le contrat stipule que 1 millier de missiles ATACMS par an vont être envoyés à l'Ukraine? Le discours de l'administration Trump est très chaotique. D'un côté, ils disent qu'ils n'autoriseront pas des frappes de missiles de longue portée en Russie depuis l'Ukraine avec des armes américaines. Et pourtant, cette énorme promesse faite à l'Ukraine, qu'elle soit réalisable ou non, dans la quantité qu'ils disent vouloir fournir avec ces missiles, semble indiquer exactement le message inverse à la Russie. Qu'en dites-vous? Je ne suis pas suffisamment un expert militaire pour connaître toutes les implications de ce système d'armement, mais cela me semble être clairement une prolongation de la guerre. Nous sommes aussi dans un contexte où l'Ukraine est dirigée par une petite clique extrêmement corrompue, qui gouverne par la loi martiale, et qui, comme aux États-Unis, n'a aucun rapport avec les besoins du peuple ukrainien, ni avec l'opinion publique en Ukraine, laquelle veut massivement que cette guerre cesse. En gros, c'est comme si nous étions entre les mains de gangsters, aux États-Unis, en Europe et en Ukraine. Personne ne veut réellement que la guerre s'arrête, à part, je dirais, la Russie. Honnêtement, la Russie veut que cela s'arrête selon les termes qu'elle a posés. La neutralité de l'Ukraine avant tout,
et les concessions territoriales après 11 ans de guerre depuis le coup d'État du Maïdan, que les États-Unis ont soutenu en février 1914. Ce sont en réalité des conditions assez raisonnables pour mettre fin à cette guerre, protéger la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine sur le reste de son territoire, soit 80% de l'Ukraine. L'Ukraine d'avant 1991, avant-guerre. Et cela devrait être la base pour trouver un accord. Mais nous n'y arrivons pas, semble-t-il. Encore une fois, parce que cela exigerait un président capable d'établir un cadre, de s'y tenir et de négocier sur cette base. Or, nous n'avons pas cela. Donc cela ressemble à plus de combats, plus d'escalade, plus de destruction. Nous savons que la Russie a lancé d'énormes attaques de missiles et de drones contre Kiev au cours des 2 ou 3 derniers jours. Beaucoup d'autres auront lieu. Et tout cela constitue aussi un fil déclencheur vers une escalade supplémentaire, et je dirais, le risque toujours présent de basculer dans une guerre nucléaire. Cela a été vrai tout au long du conflit, et il ne semble pas y avoir de volonté de faire marche arrière. Aussi incompétente que soit la direction américaine, je mettrais absolument Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron au même niveau d'incompétence grotesque. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ne reflète les intérêts de son pays, la sécurité de l'Europe ou la réalité de cette situation. Oui. Eh bien, en parlant de gangsters, de diplomatie gangster, l'Europe s'agite maintenant autour de l'idée d'une zone tampon. C'est supposément une proposition dans le cadre d'un soi-disant accord de paix. Mais, comme vous l'avez dit, professeur Sachs, personne ne parle vraiment à la Russie, désormais, malgré le fait que les États-Unis aient participé à ces pourparlers en Alaska. Il semble, surtout en Europe, qu'ils soient très opposés même à l'idée de parler à la Russie. Et ils proposent maintenant cette zone tampon comme un moyen de pousser leur version de ce à quoi une cessation de ce conflit devrait ressembler. Qu'en pensez-vous? Parce que l'Europe a été si rapide et si empressée à suivre les États-Unis, à accepter ce transfert d'armes et cette médiation. Que pensez-vous de cette idée de zone tampon et de la façon dont l'Europe s'est comportée dans ce processus d'un conflit qui ne va pas dans l'intérêt des États-Unis, de l'Europe ou de l'Ukraine? Je pense que le principal problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun dialogue entre l'Europe et la Russie. Zéro. Les Russes disent des choses importantes. Ils parlent bien sûr de l'OTAN, de leurs frontières, des systèmes de missiles américains, des menaces à leur sécurité. Et la réponse européenne est « Poutine est un monstre. C'est un expansionniste acharné, il veut envahir le reste de l'Europe. Il doit être arrêté. » Ce n'est pas ce que disent les Russes. Et la réponse européenne, à mon sens, c'est soit de la surdité, soit de l'irresponsabilité. Je ne sais pas laquelle des deux. Certains dirigeants européens m'ont dit en privé des choses très différentes de ce qu'ils déclarent en public. Dans ce cas, la conclusion est que c'est de l'irresponsabilité. Ils misent sur plus de guerre, pour une raison ou une autre, même s'ils savent que ce qu'ils affirment n'est pas vrai. Certains de ces dirigeants me semblent simplement être des imbéciles. Keir Starmer, par exemple. Olaf Scholz, lui, me paraît être un va-t-en-guerre inlassable. Il n'a jamais prononcé un seul mot en faveur d'une solution pacifique. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Allemagne a une responsabilité particulière dans la paix. Non seulement c'est la plus grande économie d'Europe, mais c'est aussi le pays qui a envahi l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, causant la mort de 27 millions de personnes et divisant l'Europe pendant des décennies par la suite. L'Allemagne a été réunifiée sur la base d'un engagement explicite, selon lequel l'OTAN ne s'élargirait pas. Elle était garante de l'accord de Minsk II, que même l'ancienne chancelière Angela Merkel a reconnu ne pas avoir fait respecter. Elle ne l'a pas pris au sérieux. Je ne suis pas certain de croire à sa version quant à son état d'esprit à l'époque, mais en tout cas, elle a échoué. L'Allemagne a échoué. Et tout ce que nous entendons aujourd'hui de Scholz, c'est qu'il n'y a pas le moindre iota de reconnaissance de tout cela. Au contraire, il répète que l'Europe doit se préparer à la guerre.
C'est très alarmant. Vous savez, nous lisons des livres d'histoire, nous étudions pourquoi des tragédies aussi terribles et dévastatrices que la Première Guerre mondiale ont pu se produire. Nous en débattons à l'école, nous rédigeons des dissertations à ce sujet. Mais maintenant, nous sommes en train de le vivre nous-mêmes. Nous regardons, stupéfaits, l'irresponsabilité totale des actions des dirigeants politiques, alors qu'il y a une évidence absolue. Il faudrait s'asseoir et discuter. Et même si l'on n'est pas d'accord, mais ne même pas essayer de parler ni de négocier. Voilà ce qui me choque complètement. Et le manque de dialogue avec la Russie ne fait que s'aggraver. En effet, et à cela s'ajoute ce qui se passe en ce moment même à Gaza, ce génocide horrible. Et l'administration Trump a montré très peu d'intérêt pour arrêter cela, bien au contraire. Quite the contrary. It's- No. Non. C'est un génocide soutenu activement par les États-Unis. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne font rien pour l'arrêter. Ils soutiennent activement des massacres de masse. Voilà ce que sont les valeurs occidentales. Pour que tout le monde comprenne bien, les valeurs occidentales, c'est la conviction que l'on peut massacrer des gens que l'on considère comme n'étant pas dans son camp, comme des sous-hommes ou comme n'appartenant pas au bon groupe religieux, ou peu importe. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est actif. C'est une complicité directe. Et pendant que nous parlons, le département d'État américain vient d'annoncer que les responsables palestiniens ne seront pas autorisés à se rendre aux Nations Unies en septembre, parce qu'ils demandent la reconnaissance de la Palestine. L'horreur absolue. Pendant que les États-Unis, eux, commettent un génocide. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. This is where we are right now. Yeah, you have the US completely engaged. Oui, vous avez raison. Les États-Unis sont complètement impliqués et même certains diraient qu'ils sont les principaux responsables. Beaucoup de gens affirment que l'Ukraine est désormais la guerre de Trump. Mais ce qui se passe à Gaza, le génocide là-bas, repose certainement, comme vous venez de le dire, aux pieds de Donald Trump. Et il y a aussi un autre élément curieux. J'aimerais avoir votre analyse dans ce cadre, professeur Sachs. Car d'un côté, les États-Unis s'enlisent dans une guerre génocidaire, de l'autre, ils s'enlisent dans une guerre en Ukraine qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale avec un risque de conflit nucléaire. Et voilà qu'arrive Peter Navarro, un faucon notoirement anti-Chine, qui est aujourd'hui conseiller au sein de la division de Trump sur l'industrie et le commerce. Il a récemment déclaré ceci à propos de l'Inde. En ce moment, il y a beaucoup de panique à propos du rapprochement entre la Chine, la PI, la Chine, la Russie et l'Inde. Ce qui se passe, bien sûr, c'est que l'Ukraine vient nous voir, ainsi que l'Europe, et demande « Donnez-nous encore plus d'argent ». Alors tout le monde en Amérique perd à cause de ce que fait l'Inde, les consommateurs et les entreprises perdent, les travailleurs perdent, car les tarifs douaniers élevés de l'Inde nous coûtent des emplois, des usines, des revenus et des salaires plus élevés, puis les contribuables perdent parce que nous devons financer la guerre de Modi, d'accord? La route vers la paix passe au moins en partie, par New Delhi. Je veux dire, la guerre de Modi, il fait ici référence à l'Ukraine. Et nous avons déjà entendu ce genre de discours à propos de la Chine. L'Ukraine serait la guerre de la Chine, parce que la Chine continue de commercer avec la Russie, mais il y a une panique encore plus grande. Modi et Xi Jinping travaillent à un possible accord historique pour apaiser les relations entre l'Inde et la Chine. Et bien sûr, la Russie et la Chine sont plus proches que jamais. Tout cela a de nombreuses conséquences. Quelle est votre analyse, professeur Sachs? Eh bien, je dirais presque merci à Trump et à Peter Navarro, car ils sont en train d'unir le monde. Certes, ils l'unissent contre les États-Unis, mais cela reste une union du monde. Ce sont vraiment des imbéciles. Navarro c'est un idiot. Désolé, mais c'est vrai. Ce qu'ils ont fait ces 2 dernières semaines, c'est réduire à néant des années de relations américano-indiennes. J'ai toujours dit à mes amis indiens, à mes collègues, à toutes les personnes avec qui j'ai discuté de cela, les États-Unis sont complètement indignes de confiance. Il n'existe pas d'alliance de confiance avec eux. Et j'ai conseillé à l'Inde, ne vous alignez jamais sur les États-Unis contre la Chine. C'est imprudent, c'est une mission vouée à l'échec.
c'est jouer le jeu hégémonique américain. Et c'est pas dans l'intérêt de l'Inde. Eh bien, je peux dire que Peter Navarro et Trump viennent de donner raison à mes avertissements de la manière la plus directe et la plus évidente. Ces derniers jours, j'ai parlé à de très hauts responsables indiens, à des médias, à des dirigeants économiques. Ils considèrent que les relations entre l'Inde et les États-Unis sont brisées. Et ce n'est pas seulement à cause des déclarations idiotes de Navarro, c'est la guerre de Modi, mais aussi à cause de ce tarif punitif de 25%. Les Indiens l'ont bien noté. Merci pour cela. Les relations plus étroites entre la Chine et l'Inde étaient déjà en préparation depuis plusieurs mois parce que cela a beaucoup de sens pour les deux pays. Mais la vague d'activités diplomatiques qui a suivi les mesures tarifaires de Trump contre le Brésil et contre l'Inde a été spectaculaire. J'ai pu l'observer d'assez près. Le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie ont multiplié ces 2 dernières semaines les rencontres diplomatiques de haut niveau. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, visites de chefs d'État. Et ils vont maintenant se retrouver lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans seulement quelques jours. Alors, merci Donald Trump et Peter Navarro pour cette grande victoire diplomatique au bénéfice des BRICS. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Oui. Et parlons aussi des conséquences, parce que nous avons beaucoup parlé dans l'émission et vous êtes venus plusieurs fois pour en parler des conséquences du conflit en Ukraine. On a beaucoup insisté sur l'impact que cela a sur l'hégémonie du dollar américain et sur le monde unipolaire en général. Et il semble que le conflit en Ukraine, Gaza et les escalades continuent avec l'Iran, diminuent la position des États-Unis, tout en profitant grandement aux BRICS. Quelle est votre évaluation, professeur Sachs? Je ne sais pas ce qui s'effondre le plus vite, la popularité de Trump, de Starmer, de Macron ou de Scholz, ou bien la position de ces pays dans le monde, ou l'économie américaine, ou le rôle du dollar. Tout est en déclin. C'est une politique qui a échoué. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune réflexion. C'est un échec total de reconnaître qu'il existe un grand monde là-dehors et que le monde occidental ne peut pas simplement en imposer partout. Pour mettre des chiffres sur la table, il y a 335 millions d'Américains, environ 450 millions dans l'Union européenne et entre 55 et 60 millions en Grande-Bretagne. Si vous additionnez tout cela, cela représente un peu plus de 10% de la population mondiale. Voilà tout. Ils se parlent entre eux, tiennent leurs réunions, font des menaces au reste du monde, imposent des sanctions. Ils sont même divisés entre eux, parce que Trump est en guerre commerciale avec tout le monde. Mais en dehors de cela, ces 10% du monde pensent toujours qu'il dirige la planète. Trump, qui représente ces 335 millions de personnes, soit 4,1% de la population mondiale, pense qu'il dirige le monde à lui tout seul. C'est un délire. Tout échoue. Tout cela choque le reste du monde. Même en prenant Gaza au fait, au moins 180 des 193 États membres de l'ONU sont fortement favorables à la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Beaucoup le feront dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Les États-Unis se retrouvent presque seuls, aux côtés d'Israël, de Vanuatu, de Nauru, de Palau, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de quelques autres. Voilà à peu près tout. Donc, les États-Unis s'isolent de plus en plus. Et comment gèrent-ils cet isolement?
Ils refusent des visas à des personnes qu'ils ne veulent pas entendre. C'est encore un isolement supplémentaire. Ils imposent des tarifs douaniers, encore un isolement. Ils en veulent au reste du monde. Nous n'avons pas besoin du reste du monde. Eh bien, en réalité, les États-Unis ont besoin du reste du monde. Tout cela constitue donc une approche complètement ratée des États-Unis. Et les échecs deviennent visibles partout. Dans les dernières minutes qui me restent, professeur Sachs, votre dernier commentaire rapide. Pensez-vous que nous assistons au début de la fin de l'Empire américain? Certains considèrent les tueries à Gaza, le génocide là-bas, la capacité des États-Unis à maintenir ce gigantesque appareil militaire, tout en imposant tarifs et sanctions, comme un signe de force. Mais vous venez de dire que cela accentue leur isolement. Est-ce le début de la fin de l'hégémonie américaine? Et que vient-il ensuite? Il n'y a pas d'hégémonie. Nous sommes dans un monde multipolaire. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Russie. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Chine. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre l'Inde. Il existe de nombreuses grandes puissances. Les armes nucléaires sont également un grand égalisateur. Ce n'est pas un monde que les États-Unis peuvent diriger avec leurs 4,1% de la population mondiale. Et, soit dit en passant, rappelons que Trump est très impopulaire. Dans les données de sondage les plus récentes, il a 37% d'approbation et 55% de désapprobation. Il ne dirige même pas les États-Unis. Dans son délire, avec ses décrets exécutifs, il croit le faire. Mais il n'a même pas le soutien de la majorité des Américains. Loin de là. Donc, en ce sens, nous sommes déjà dans un monde multipolaire. Mais on ne peut pas se réjouir trop vite, car l'ampleur de la destruction, les massacres de masse, la famine de 2 à millions de personnes à Gaza, la menace nucléaire rend la situation extrêmement dangereuse. Nous avons besoin de plus que la multipolarité. Il nous faut un minimum de décence pour savoir comment vivre ensemble. Et cela, les États-Unis ne l'ont pas à ce jour. C'est un échec interne, non pas la réalité objective du monde. C'est un état d'esprit de Washington. Washington croit encore diriger le monde. Et ce type de délire est très, très dangereux. Eh bien, professeur Sachs, je sais que votre temps est précieux, donc je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci infiniment. À la prochaine. À bientôt, Danny. Merci encore. D'accord. Prenez soin de vous. Très bien, tout le monde. Il nous reste encore beaucoup d'émissions. Je vais présenter mon prochain invité immédiatement, car son temps est également précieux. Nous accueillons de nouveau Patrick Henningsen. Il est journaliste, analyste, géopolitique et fondateur de Vin et Ernst, Century Wire. Son Substack et son site web sont tous deux dans la description de la vidéo. Patrick, ravi de vous revoir. Ravi d'être avec vous, Danny. Très bien. Et pour la première fois dans l'émission, espérons que ce ne sera pas la dernière. Nous accueillons M. Shay Bowes. Il est journaliste irlandais et analyste basé en Russie. Enchanté de vous voir. Bonjour, messieurs. All right, Shay. Salut Patrick. Ravi de te revoir. Très bien, Shay. Oui, tout le monde, continuez à appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide à maintenir le flux du direct. Messieurs, je voulais commencer avec un extrait de Sergei Lavrov, réagissant sur NBC, je crois, que c'était Meet the Press, ou un autre programme que je ne regarde pas. Je voulais que vous l'écoutiez, car c'est instructif pour comprendre où nous en sommes réellement. Il y a eu une sorte de ferveur diplomatique, des allers-retours, qui semblent s'être arrêtés brusquement. Voici comment Sergei Lavrov a géré les médias occidentaux traditionnels. Cette semaine, la Russie a bombardé une usine américaine près de la frontière hongroise. Les gens qui voient cela comme une gifle pour le président Trump, pour tout le processus de paix, n'est-ce pas? Eh bien, je dis que ceux qui sont sincèrement intéressés à comprendre ce qui se passe devraient savoir, ils devraient savoir maintenant que la Russie n'a jamais ciblé délibérément un site qui n'est pas lié aux capacités militaires de l'Ukraine.
Il s'agit toutefois d'une usine d'électronique, monsieur, c'est une usine d'électronique. J'ai parlé aux personnes sur place. Elles fabriquent des machines à café, entre autres produits électroniques. Ce n'est pas un site militaire. Eh bien, je comprends que certaines personnes soient vraiment naïves et quand elles voient une machine à café dans la vitrine, elles croient que c'est là qu'on produit des machines à café. Notre renseignement dispose d'excellentes informations et nous ciblons uniquement, comme je l'ai dit, soit des entreprises militaires, des sites militaires ou des entreprises industrielles, directement impliquées dans la production d'équipements militaires pour l'armée ukrainienne. Alors, commençons par vous, Patrick. Quelle est votre réaction compte tenu de tout ce qui s'est passé, de la situation en Ukraine, de la réponse de la Russie et du fait que l'administration Trump vient de signer un nouveau contrat majeur d'armement pour l'Ukraine malgré des déclarations contraires? Quelle est votre évaluation de la situation et de la manière dont la Russie la gère? Oh, désolé, vous êtes en sourdine. Je pense que ce clip médiatique est emblématique du gouffre entre la réalité occidentale et ce qui se passe réellement sur le terrain. Si Zelensky devait commenter cela, il vous dirait qu'il fabrique des scooters pour personnes handicapées. Et comment osent les Russes mener une telle attaque? C'est juste ridicule. Mais l'Occident devrait en prendre note. Parce que vous savez, certaines de ces choses auraient pu... Je ne pense pas que la Russie soit allée à fond sur beaucoup de ces questions auparavant, mais après Alaska, la dynamique du pouvoir a changé. Nous en avons parlé précédemment, Danny. La Russie a désormais beaucoup de leviers sur toutes les parties, et comme les autres parties ne peuvent rien faire pour changer les faits sur le terrain, en termes de négociation, s'il n'y a aucun effort réel de la part de l'Occident ou de l'Ukraine, alors la Russie va simplement continuer à avancer et à défendre ses intérêts. Aussi simple que cela. Maintenant, il surveille les itinéraires d'acheminement des armes et des approvisionnements via l'Allemagne et la Pologne. Et tout cela est maintenant surveillé par des drones russes. Ils ont donc envoyé un signal clair aux États-Unis et à l'Europe. Vous vous souvenez que cela faisait partie du grand projet. L'Occident allait investir 50 milliards dans des usines de drones en Ukraine. Je ne peux penser à pire investissement que de construire quoi que ce soit lié à l'armée ou à double usage en Ukraine, car cela finira rapidement en un immense tas de ferraille. C'est un peu fou qu'ils envisagent cela, surtout à ce stade du conflit, en pensant marquer des points. Oh mon Dieu, ils ont touché une entreprise américaine. Ou c'est une entreprise dans laquelle les États-Unis ont investi. Et alors, ce n'est pas une ambassade, ce n'est pas un territoire souverain d'un autre État. L'UEB, Ursula von der Leyen pour ainsi dire, a été hystérique ce matin parce qu'une installation européenne a subi des dommages collatéraux suite à une frappe russe à Kiev, qui prétendait militaire. Le British Council a aussi été affecté, et en partie l'installation européenne. Mais je me dis, il continue à dire que l'Ukraine est une zone de guerre. Alors pourquoi l'UED maintient-elle une mission à Kiev si cela met en danger ses membres, à moins qu'ils ne fassent autre chose que de représenter l'ULIOth? À ce stade, tout cela s'effondre complètement du côté occidental. Shay, vous avez passé beaucoup de temps, et vous avez passé beaucoup de temps en Russie. Quelle est l'impression de la Russie sur tout ce qui se passe? Parce qu'il semble que l'administration Trump, l'Europe, l'OTAN dans son ensemble, sème vraiment les graines de la défaite de l'Ukraine, malgré toute la rhétorique sur la paix. Quelle est votre impression du point de vue russe? Well, it's probably going to be a bit disappointing and a bit boring, because as I say to everybody who I speak, eh bien, ce sera probablement un peu décevant et un peu ennuyeux, parce que, comme je le dis à tous ceux à qui j'en parle, politiciens, médias, que j'écrive à ce sujet ou non, vous n'avez pas besoin d'être le professeur Jeffrey Sachs, un homme très érudit, ou John Mearsheimer, ou Patrick Henningsen pour connaître la position russe. Devinez quoi? Elle est exactement la même qu'en février 2022, lorsque Vladimir Poutine était au Kremlin et annonçait au monde ce que la Russie comptait faire en Ukraine. Et devinez quoi? Rien n'a changé. En fait, la seule chose qui a changé en Russie
Sur le plan interne, pour quelqu'un qui vit depuis cette époque, c'est la perception publique russe du conflit et la prise de conscience probablement parmi une partie libérale de la société russe qui, au début de cette phase du conflit, car cela a commencé bien sûr avant 2014, peut-être même durant la guerre froide, lorsque la CIA et les Britanniques finançaient des nationalistes ukrainiens pour détacher la RSS d'Ukraine de l'influence soviétique, a subi un contre-coup assez dramatique qui a été, dans une certaine mesure, libéralisant. Beaucoup de personnes ont quitté le pays, plusieurs centaines de milliers. La plupart ont essayé de revenir depuis. Même les commentateurs les plus libéraux ont maintenant dit « Regardez ». Particulièrement après le désastre de Koursk, lorsque Volodymyr Zelensky a suivi ses conseillers britanniques à Khimki et à Robotyne lors de la contre-offensive. Souvenez-vous de ça. C'est un catalogue de catastrophes du point de vue occidental. Et comme je l'ai dit dans une interview avec les médias russes, dans tout bloc politique compétent, on dirait « Regardez, nous perdons ceci. Nous l'avons probablement perdu. Nous avons probablement perdu la narration même parmi notre population. Dans mon propre pays, en Irlande, seulement 2% de la population considère désormais que l'Ukraine est un enjeu critique pour la société irlandaise. 2%. Et c'était au moins 35 à 40% au début du conflit. Même constat au Royaume-Uni, aux États-Unis. Les populations veulent un règlement négocié et cela commence à influencer le discours. Mais ce que l'on observe en Europe en particulier et aux États-Unis, c'est que certaines personnes comme Marjorie Taylor Greene et très peu dans le camp démocrate expriment « nous voulons que cette guerre se termine, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre conflit ». Et cela s'est en partie infiltré dans l'administration Trump qui dit « nous ne finançons plus la guerre. Nous ne faisons que vendre des armes pour que quelqu'un d'autre puisse financer cela. Et s'ils veulent continuer cette erreur, c'est leur problème. » Mais en Europe, en particulier, et à Londres, qui est le moteur, et ici en Russie, il est largement connu, des cercles du renseignement les plus élevés jusqu'au milieu de la vie politique et jusque dans la rue, que ce sont les Britanniques, que c'est Londres, qui ont investi tellement de capital politique et financier dans la perpétuation de ce conflit. Pour revenir à mon point initial, vous pourriez imaginer qu'au fur et à mesure que cette situation passe, de catastrophe en catastrophe, d'échec en échec, financièrement et intrinsèquement dans la machine politique ukrainienne, ce qui est essentiellement une dictature de facto de M. Zelensky. Il a été élu en 2019 et toujours au pouvoir, a essentiellement interdit les élections, interdit l'opposition. Vous pourriez imaginer que l'Occident, qui prétend soutenir la liberté, et que l'Ukraine défend en réalité la liberté des Américains, des Britanniques, des Européens, aurait un minimum d'objectivité et dirait « Regardez, nous devons sortir de cette situation maintenant ». Mais il me semble que des personnes comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas de l'Estonie et M. Macron et M. Starmer, confrontés à des situations domestiques catastrophiques, ne veulent surtout pas affronter la réalité de leurs propres problèmes nationaux. Ursula von der Leyen, avec le vote de défiance, probablement face à un autre vote très bientôt. Une litanie de scandales de corruption remontant à l'époque où elle était ministre de la Défense en Allemagne. Vous imaginez donc quelle est la motivation pour Volodymyr Zelensky de s'asseoir et de rechercher la paix? Un pays plus petit, avec un élément très agressif à droite, voire néo-nazi, au sein de son Parlement et de son gouvernement, qui lui dira immédiatement, comme cela a déjà été le cas, que tout accord avec la Russie concédant du territoire signifierait non seulement la fin de sa carrière politique, mais peut-être pire encore. Ainsi, les options pour lui sont similaires à celles de Benjamin Netanyahu. À mon avis, il faut être objectif et se demander quels sont les avantages objectifs pour ces hommes de mettre fin à ce conflit. Et personne, jusqu'à présent, n'a semblé capable de me donner une seule réponse. And nobody yet has seemed to be able to give me a single answer. Oui. Et Patrick, comme Shay parlait de l'Europe, vous savez, les États-Unis ont beaucoup fait. Maintenant, pour essayer de se distancier politiquement et rhétoriquement de l'Europe, presque, en donnant à l'Europe les clés du conflit, tandis que les États-Unis fournissent les armements nécessaires
pour faire fonctionner ce véhicule. Mais je ne sais pas si vous avez entendu récemment, l'Europe se démène sous l'égide de l'OTAN pour mettre en place une zone tampon. Ce qui est intéressant, c'est que la Russie travaille militairement à sécuriser sa propre sorte de zone tampon. Mais selon Politico, cette zone tampon a beaucoup plus à voir avec des troupes de maintien de la paix qu'il tente d'envoyer depuis un certain temps pour garantir la sécurité. Et Politico reconnaît qu'ils ont du mal même à constituer une force capable de faire face à la Russie. Mais ils insistent sur le fait qu'ils veulent être présents dans cette zone tampon qu'ils souhaitent établir en Ukraine dans le cadre de ces garanties de sécurité. Que pensez-vous de cela? Parce que cela représente depuis longtemps une ligne rouge pour la Russie et le désespoir de l'Europe semble continuer à croître. Well, I think it was Jim Townsend, Pentagon official. Eh bien, je pense que c'était Jim Townsend, le responsable du Pentagone nommé par Barack Obama, qui a été profondément impliqué dans tout le projet ukrainien sous l'administration Obama. Il a décrit cette zone tampon comme, vous savez, un acte de désespoir en quelque sorte. Donc c'est complètement cosmétique parce qu'ils essaient de créer un type de déclencheur à la manière du Kosovo ou d'un article 5, mais ils ne peuvent pas le faire officiellement par le biais de l'OTAN, pour diverses raisons. Tout cela n'est qu'une tentative de contourner le problème de faire déployer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Ils pensent que cela créera un genre de statu quo qui empêcherait la Russie d'avancer. Fondamentalement, ils sont désespérés. À mon avis, la raison pour laquelle Trump a dû accélérer cette rencontre en Alaska, c'est que le front ukrainien s'effondre dans de nombreux secteurs clés. Et il cherche désespérément à entrer dans une véritable négociation où il pourrait, par bonne volonté, obtenir que la Russie gèle sa position sur la ligne de front. C'est la panique totale en ce moment. Il n'y a pas d'autre explication à tous ces jeux, car ils perdent lourdement sur le terrain et cherchent donc des moyens de contourner la situation. Mais ce sera un échec complet. Que se passera-t-il si cela se produit? Et pensez-vous vraiment que Kiev, avec les fous qu'ils ont actuellement, que Shea a décrit assez doucement à mon avis, va respecter les règles? Même si Donald Trump et Vladimir Poutine écrivaient un contrat dans le sang et le signaient, il n'y a aucune garantie que les Ukrainiens ne feront pas tout pour le saboter, pour le miner, comme le feraient les Européens et les Britanniques, et probablement la CIA aussi. Où en sommes-nous réellement dans ce processus? Alaska était importante, parce que cela pouvait être du théâtre politique peut-être, mais c'était un théâtre politique interne essentiel pour Trump. Mais pour la Russie, quand Trump serre la main de quelqu'un, avez-vous vu sa poignée de main stratégique? Il tend sa paume, la glisse et invite l'autre personne. C'est une sorte de geste de puissance à la Tony Robbins que Trump fait. La Russie a essentiellement fait cela à Trump en Alaska. Pas littéralement, mais proverbiellement. Ils doivent tous se conformer à la position russe. Et la position russe est « il n'y aura pas de cessez-le-feu, mais il faut d'abord un règlement négocié ». La Russie est donc complètement, comme l'a dit Shea, restée sur la même position depuis le début. Mais l'Europe, l'Ukraine et l'Occident n'ont aucun moyen d'y parvenir. Ils n'en ont pas les moyens. Zelensky vient juste d'envoyer son équipe à New York pour rencontrer l'équipe de Trump afin de discuter des garanties de sécurité. C'était sa réaction à l'attaque russe par missiles et drones sur Kiev. Il n'y aura aucune garantie de sécurité, ça viendra plus tard, après la signature du traité, et aucun traité ne sera signé avec ces fous. Je veux dire, ils sont tous un peu complètement déconnectés de la réalité en ce moment. Et je pense qu'ils sont tellement ensconcés dans la propagande qu'ils diffusent depuis maintenant, je crois, presque 4 ans. Oui, ça fera bientôt 4 ans, février 2026. 4 années de tropes, de propagande et d'idées complètement erronées sur le déroulement de ce conflit et sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, à moins qu'il n'y ait un moment « aha », je veux dire, il faudrait une intervention divine majeure à ce stade. Cela n'arrivera pas, cela ne viendra pas. Ils vont simplement continuer ce pantomime théâtral en Europe et en Ukraine.
Et je ne sais pas où en sera la situation en février 2026. Je vous le dis, les lignes de front se déplaceront vers l'ouest. C'est ce qui va se passer. Et ils ne pourront rien y faire. Si cela se produit, l'Europe est-elle prête à entrer en guerre, à une guerre armée avec la Russie et à perdre des troupes occidentales en première page? Non, c'est du suicide pour n'importe quel dirigeant, car le public exigera des réponses. Qu'est-ce que nous faisons là? Pourquoi n'avons-nous pas signé cet accord à Istanbul en avril 2022? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment avez-vous laissé la situation arriver à ce point? Et ils ne veulent pas vraiment confronter cette situation politique. Alors ils vont continuer à envoyer des armes, continuer à promettre ceci. Ils ont utilisé les HIMARS pour frapper une station de pompage russe qui fournit du pétrole à la Slovaquie et à la Hongrie, le pipeline Druzhba. C'était juste pour torpiller ce qui avait été convenu à Alaska et Washington, ou juste pour ruiner les négociations, et aussi pour dresser les Européens les uns contre les autres. C'est ce que l'Ukraine a fait, et ne croyez pas qu'ils l'ont fait seuls. Donc nous allons juste voir plus de cela. Ils vont continuer à jouer toutes les cartes possibles pour maintenir ce conflit. La seule différence entre Netanyahou et Zelensky, c'est la tenue verte. Oui, eh bien c'est un point excellent, Shai, votre réaction, parce que c'est assez stupéfiant. Le conflit ne se passe pas bien pour les acteurs du côté ukrainien, même si l'administration Trump pourrait le reconnaître dans une certaine mesure, rhétoriquement. En gros, je regarde tous les acteurs de ce côté, du côté ukrainien, les soutenant, les appuyant, peu importe Europe, OTAN, États-Unis, ils ne reculent pas, ils continuent. Alors, où tout cela va-t-il finir? Êtes-vous d'accord avec Patrick? Ou quels sont vos éclairages à ce sujet? Well, look, I suppose living here and seeing Russian society as a very functional. Eh bien, regardez, vivre ici et observer la société russe comme une société civile très fonctionnelle et normale, à bien des égards, beaucoup plus normale. Et toute personne qui l'a visitée, Patrick et d'autres le constateront. C'est une société beaucoup plus normale et civique que beaucoup en Occident aujourd'hui. Vous réalisez que la Russie opère en réalité. Et bien sûr maintenant, regardez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune pression sur l'économie, que c'est quelque chose que les gens veulent. Bien sûr que non. Mais vous comprenez que la Russie fonctionne en demi-première vitesse dans ce conflit. La Russie pourrait mobiliser 5 millions d'hommes dès demain, si elle le voulait. Elle possède la mémoire militaire de l'Union soviétique. Elle dispose d'environ 8 hauts fourneaux fonctionnant 24 heures sur 24. Elle fabrique actuellement 5 millions d'obus d'artillerie lourde par an, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de drones. Elle produira plus de drones que le reste de l'OTAN combinés cette année. Et vous savez, l'OTAN, Ryan McAllister a annoncé la semaine dernière, excusez-moi, qu'ils vont ouvrir une usine en Europe prête pour 2027-2028 et elle produira probablement 300 000 obus d'artillerie. Les Russes en produisent 5 millions aujourd'hui. Les Russes ont aussi leurs grands frères sur l'épaule. La Chine, ils ont la Corée du Nord avec une capacité massive de production pour soutenir tout cela. Et c'est une guerre d'artillerie, c'est une guerre d'infanterie. Et comme Patrick l'a très justement dit, quand vous basez toute votre vision géostratégique et votre politique étrangère sur des mensonges, sur la peur, d'abord, c'était la Russie voulait prendre toute l'Europe, ce qui est un mensonge fantastique. La Russie est le plus grand pays du monde. Elle n'a pas besoin de la Lituanie et de la Lettonie, croyez-moi. Et si elle les voulait, elle serait entrée là-bas en une après-midi avant d'affronter la plus grande armée terrestre d'Europe à l'époque, l'Ukraine est le plus grand pays après elle-même sur le continent européen, avec une armée conséquente. C'est une idée absurde que la Russie soit une puissance expansionniste. Mais quand vous basez toute votre politique étrangère sur une théologie presque fanatique du boogeyman sur la Russie, ce que l'Europe, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont fait sous le régime Biden, quand les échecs répétés de cette politique se produisent, il n'y a aucun endroit où se réfugier.
Il n'existe aucun manuel pour dire « Bon, au moins nous avions raison sur ce point ». À partir des idées les plus ridicules comme nous l'avons évoqué, cette contre-offensive, maintenant l'invasion de Kursk, l'idée que l'armée ukrainienne allait envahir la Russie, et à aucun moment d'ailleurs, ils n'ont contrôlé plus de 0,006% du territoire russe. Ils ont été vaincus sans appel. 100 000 hommes perdus, tout leur équipement américain, chars Léopard. Et cela se reflète dans cette dévotion fanatique à la Wunderwaffe, le Javelin, le Léopard, le Challenger, le F-16, les HIMARS, tous adaptés par les Russes. Et ils se sont adaptés, souvenez-vous, juste en première vitesse. Et les Russes n'ont même pas transformé leur économie en une économie de guerre réelle. Imaginez, ils ne l'ont même pas fait. Donc c'est un échec cataclysmique pour l'Occident. Une défaite stratégique pour la Russie était l'objectif, rappelez-vous, dans un monde de think tank fantaisiste. Cette idée que les Russes étaient une station-service avec des armes, qu'ils s'effondreraient, que la société russe s'effondrerait. La société russe est maintenant, à mon avis, au niveau de la rue, du soutien à Vladimir Poutine, plus cohésive qu'elle ne l'a jamais été de mon temps ici. Je vois beaucoup moins de voix dissidentes concernant Poutine. Les gens ici semblent avoir compris que l'objectif de l'Occident, via l'Ukraine, était de détruire l'État russe, et les gens le réalisent. Et il n'est pas nécessaire d'être un partisan de Vladimir Poutine. Un chauffeur de taxi pourrait dire « Je n'aime pas Vladimir Poutine ». Mais il est l'homme le plus apte pour le poste en ce moment parce que les gens voient qu'il avait raison. Et si un chauffeur de taxi à Moscou sait maintenant que Vladimir Poutine avait raison, vous pouvez être sûr à 100% que les analystes politiques à Washington, à Bruxelles et à Londres savent qu'il avait raison. Alors, qui veut être la personne qui doit rédiger le communiqué de presse disant « Nous avons été totalement, stratégiquement, financièrement et militairement battus en Ukraine ». Qui veut être cette personne au département d'État, à Whitehall ou à Bruxelles? Je ne pense pas que quelqu'un veuille être cette personne. Alors, il repousse le problème, comme le dit Patrick, en essayant d'escalader. Le seul espoir est que la Russie fasse une erreur. La Russie va cligner des yeux. Il pourrait se passer quelque chose en Russie. Vladimir Poutine pourrait en réalité être l'une de ces 12 fausses personnalités qui émergent. Il pourrait réellement être en train de mourir, comme ils l'ont affirmé 7 ou 8 fois. Vous savez, les Chinois pourraient envahir la Russie pour s'emparer du lac Baïkal, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc dans ce monde fantaisiste de think tank NAFO, il y a un espoir. Mais en réalité, je pense que les Américains l'ont compris. En réalité, cette guerre est déjà terminée. La Russie a déjà gagné la guerre. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que l'Occident ne décide, nous sommes maintenant anémiés économiquement et politiquement. Et vous voyez cela au niveau national, dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, avec la montée de l'AfD, en France avec la montée de Marine Le Pen et l'oppression de l'AfD et de Marine Le Pen, et en Roumanie avec l'oppression de Cătălin Georgescu. J'ai été expulsé de Roumanie lorsque j'y suis allé pour rendre compte de l'oppression du vote par les services secrets français, ce qui a été vérifié à la fin par le propriétaire de Telegram, Pavel Durov. Il a dit que les Français, quand ils m'ont dit « vous devez empêcher les gens de parler de ces personnes ». Donc quand le dysfonctionnement devient si endémique, c'est partout, par osmose, les gens commencent à réaliser qu'ils ont été dupés, même si cette machine médiatique de plusieurs milliards de dollars leur dit le contraire. Les gens finissent par saturer de vérité. Et je pense que le changement américain, même s'il est assez cynique, est que ils continueront à fournir des armes. Il faut des gens pour combattre. Il faut des gens pour transporter les armes. Il faut des gens pour former et conduire les camions. La population ukrainienne est en déclin catastrophique. Beaucoup plus de décès que de naissances. Oubliez la situation de combat, où les Russes suggéraient jusqu'à 1 700 000 tués et blessés. D'un point de vue démographique, l'Ukraine est en train de mourir. Et c'est un front. Juste pour finir sur un point que vous avez soulevé au sujet des casques bleus. L'illusion que 20 ou 30 000 soldats français et britanniques
peuvent surveiller une ligne de front de 2500 km. Cela définit simplement le manque de réalisme et l'absence de rapport avec la réalité que ces gens ont. J'ai été dans les zones frontalières. J'ai vu la réalité mécanisée massive de cette guerre. Et croyez-moi, les puissances occidentales sont tellement déconnectées de la réalité. Ils se plaignent des fenêtres cassées au British Council et à la mission de l'UE à Kiev. Ils n'ont aucune idée de ce que signifie mener une guerre moderne contre une superpuissance nucléaire qui possède désormais la plus grande et la plus avancée capacité de drones sur Terre, le plus grand effectif de vétérans du combat sur Terre, au sol et dans les airs, et qui est allié à la plus grande armée du monde, soit leurs camarades chinois. Les Européens et les Américains, dans une certaine mesure, se retirent de tout cela. C'est presque comme dans les années 30. Ils ne veulent pas se laisser entraîner. Ils voient la situation, ils sentent le sang dans l'eau. Mais les Européens, je crois, préféreraient probablement, voir l'Europe brûler, et je n'exagère pas, plutôt que de voir leur propre carrière politique brûler. Et comme je l'ai dit, qui sera la personne qui rédigera cette note et l'enverra? Nous avons perdu ici. Et pourquoi des personnes comme Jeffrey Sachs, John Mearsheimer sont-elles complètement exclues des mécanismes consultatifs de ces gouvernements? C'est une autre question que je poserai aux spectateurs de se poser eux-mêmes. Et je vais m'arrêter là. Yeah, I mean, what's so unfathomable and unbelievable. Oui, je veux dire, ce qui est si inconcevable et incroyable, c'est à quel point l'Europe a été, à tous les niveaux, surtout l'Europe occidentale, les vassaux de l'OTAN, tellement zélé Trump veut en faire leur guerre. Il veut, peu importe combien les États-Unis sont impliqués, armes, renseignements, peu importe, il veut, à tous les niveaux, éliminer le désastre politique absolu que c'est pour lui, et il lui reste 3 ans pour le faire, et les dirigeants européens sont comme « oui maître, oui nous allons le faire ». C'est absolument stupéfiant. Des derniers commentaires, Patrick, avant de passer au sujet suivant. Oui, vous savez, je ne pense pas que les États-Unis puissent corriger ce désastre, pour la simple raison que si Donald Trump avait eu une sorte d'épiphanie majeure, et ensuite, vous savez, faisait tout le discours sur l'état de l'Union, appelait le State of the Union, disait « Regardez, c'est pourquoi ce conflit en Ukraine a commencé. Voici pourquoi. » Et ça s'est produit sous Obama, sous Biden et sous mon premier mandat. C'est ce que vous n'aurez jamais d'ailleurs, sous son premier mandat, à fournir une aide létale et aider à construire les forces armées ukrainiennes selon les standards de l'OTAN. Vous n'obtiendrez pas ça de Trump. C'est impossible. Il n'existe aucun scénario réalisable où il pourrait orienter correctement ce conflit. Donc, c'est le problème dans lequel il se trouve actuellement. Pour les États-Unis, politiquement, c'est vraiment une bonne politique du point de vue MAGA de faire le spectacle à la J.D. Vance, vous savez, au Munich Security Conference, en disant, vous savez, pourquoi protégeons-nous les Européens? Comme si le dividende de paix après la Seconde Guerre mondiale n'existait pas. Comme si le pacte de Varsovie ou l'OTAN n'avait jamais été formulé dans les années 50. Et donc cela fait une bonne politique de dire toutes ces choses comme « Oh, nous ne devrions pas protéger les Européens ». Mais avez-vous vu les États-Unis se retirer de toutes leurs bases en Allemagne? Avez-vous vu quoi que ce soit de tel? Non. Ce que nous voyons, c'est qu'ils ouvrent 47 nouvelles bases au Danemark, en Finlande, en Suède et en Norvège. C'est la plus grande expansion militaire des États-Unis en dehors du Moyen-Orient. Et donc cela inclut aussi l'Arctique. Pour le passage nord au-dessus de la côte russe, puis vers le sud sur la Scandinavie jusqu'à l'Atlantique Nord, c'est là que tout le jeu autour du Groenland que Trump essayait de mettre en place était très lié à cela. Alors pendant qu'ils disent toutes ces choses du type « nous, vous savez, c'est pas notre guerre là-bas », tout l'argent est investi dans la défense européenne et dans les positions américaines là-bas, avec d'énormes bases, des projets également en Roumanie,
Ils militarisent donc ce nouveau rideau de fer qu'ils essaient de tracer, qu'ils ont rapproché de la Russie. Voilà où va l'argent. Je ne vois donc pas les États-Unis, aucune annonce sur le retrait de leur énorme empreinte militaire en Europe. Donc ça n'arrivera pas. Ni le retrait de leur dissuasion nucléaire. Ça n'arrivera pas non plus. Alors que regardons-nous exactement ici? Et je ne prends vraiment pas au sérieux cette rhétorique tant qu'on ne voit pas d'action concrète. Trump parle et parle et parle, et il n'y a aucune substance ni action réelle. Et donc il finit par tergiverser dans ce maelstrom politique ce qu'il fait en ce moment avec l'Ukraine, et honnêtement, il ne sait pas comment sortir de la situation, même s'il le voulait. Il ne peut pas. Absolument pas. Et en plus, les Américains ont cette habitude folle de faire preuve de déférence envers tout officiel britannique ou toute pression venant de la Grande-Bretagne. C'est incroyable. Si vous regardez Washington, ils se plient tous comme une rangée de chaises bon marché dès que Tony Blair arrive, ou Boris Johnson, ou quelqu'un vient pour donner des ordres, ou le chef du GCHQ, ou peu importe, avec un renseignement qui change la donne, comme cela a été le cas pour l'Irak. Donc, les États-Unis ont encore ce complexe britannique qui leur permet d'être, en gros, remis en position si jamais ils s'écartent du projet. Et ça pourrait très bien se reproduire. Pour la Russie, c'est, 3 ans, nous avons ce clone au pouvoir. Qui sera le prochain clone en 2028? Voilà ce qu'ils se disent. Je me demande bien qui ils vont avoir ensuite, parce qu'il n'y a aucune substance réelle dans tout ça. Pour l'Europe, l'idée que l'Ukraine finisse dans l'UE, sérieusement, ce n'est définitivement pas le cas. Oubliez l'OTAN, ça n'arrivera pas. Il faut un vote unanime. La Hongrie, la Slovaquie, et je peux en nommer 3 autres, ne voteront pas pour l'Ukraine. C'est donc lettre morte. Et pour l'UE, Bruxelles, pourraient-ils obtenir une protection de style OTAN en devenant membre accéléré de l'UE? Pas question. Aucun moyen. L'Ukraine va finir par devenir l'État-providence le plus coûteux d'Europe. Ils vont devoir payer pour tout. L'Ukraine, c'est comme cette épouse très chère qui est habituée à tout se faire payer. Pas moyen. Ils pourraient juste prétendre « Oh, les Russes ont détruit notre économie, vous devez payer pour tout, pour toujours. » Voilà ce qu'est l'Ukraine. Et la Hongrie, la Slovaquie, et comme l'a dit Shay, la Roumanie, ce serait une autre histoire si les Français et les Américains ne s'étaient pas mêlés des élections. Maintenant, toute l'Europe centrale se retourne contre l'Ukraine, contre cette guerre. Ils voient tous que c'est une guerre perdue. Mais l'OTAN a d'énormes plans pour la Roumanie, qu'ils veulent militariser, ainsi que la Moldavie. Ils n'abandonneront donc pas. Les Britanniques n'abandonneront pas. Les Européens n'abandonneront pas. Ils vendent tout cela à leurs électorats nationaux maintenant. De bons emplois dans la défense. Avant, c'était de bons emplois verts. Le net zéro s'effondre. Maintenant, ce sont des emplois dans la défense. L'économie verte a été remplacée par le keynésianisme militaire. Et c'est ainsi qu'ils le vendent en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Europe. Et c'est ainsi qu'ils vendront la conscription si jamais ils y recourent. Ce sera présenté comme une opportunité de carrière. Ils n'ont aucune intention de mener une guerre contre la Russie, mais ils pousseront la situation jusqu'au bord si nécessaire pour maintenir ce train de profit, parce que c'est tout ce qu'ils ont pour le moment économiquement, après avoir complètement saboté le Nord Stream et les sanctions. Je ne vois personne se lever politiquement, et honnêtement, je ne le vois même pas du côté populiste de droite. Ou du moins, ils ne l'expriment pas assez clairement. Donc je ne sais pas, je pense que la Hongrie, la Slovaquie, tous ces pays les plus proches du conflit sont ceux qui parlent le plus raisonnablement, et ceux les plus éloignés sont les plus belliqueux. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir. Hawks on this. That should tell you everything that you ever need to know. Oui. Yeah. Well, Shay, I know you have a few more minutes here, so I wanted to actually get to the next topic. L'Europe,
the United States and Europe, they are, I think they believe that Ukraine was going to be like jumping into a nice hot steam bath, very relaxing. It's going to go very well, and it ended up being a big black hole. And of course, we see just overall the US and NATO, they are completely mired, not just in Ukraine, but they are in a debacle in West Asia, whether it's the genocide in Gaza or constant efforts to destabilize Iran. But the Trump administration and Europe, we have to keep in mind that there is a pretty good synergy whenever it comes to US and European policy overall. Here we have the backfiring really impacting the United States in particular, its hegemony. There's a lot of fear about this rapprochement that is happening between China and India, backfiring, really impacting the United States in particular, its hegemony. There's a lot of fear about this rapprochement that is happening between China and India, and of course Russia, where you are. It's one of the most important members of the multipolar world, BRICS, etc. All three of these countries are getting closer together in foreign policy. Of course, arch neocon Rag is sounding the alarm and why they shouldn't India fall into the Russia-China trap. But here's the reality that these people live in. Just look at this. Russia and China cannot provide what India needs for long-term development and security. While it's been diversifying away from Russian weapons, it needs modern supplies. Moscow is useful for cheap energy, but offers little in advanced technology and investment. China is viewed with deep suspicion and who rightly consider it primary to be suspicious for long-term Indian interests. To manage its China, it needs friends elsewhere. So this is the kind of arguments that are coming out of the neocons shit. What's your assessment of this overall global picture, especially Russia's role in it, as this multipolar world gets closer and closer due to the policies of both Trump and NATO? Well, look, over the last few years, BRICS, I've been at several... Eh bien, regardez, au cours des dernières années, les BRICS, j'ai assisté à plusieurs de leurs conférences, j'ai participé aux conférences des ministres des Affaires étrangères, j'étais à Kazan, je les ai visités, j'ai mené des interviews. C'est très coloré, très positif comme impression. Mais bien sûr, ce qui s'est passé maintenant, le catalyseur pour que les BRICS deviennent réellement, les BRICS étaient en quelque sorte une idée. C'était une idée, sûrement, si vous étiez sceptique à ce sujet, vous auriez dit que les BRICS ont été créés parce que c'était un peu comme la Porsche du pauvre. L'idée était, nous ne faisons pas partie du grand club, alors nous créons un autre club parce que nous avons été isolés. Ce qui s'est passé avec les BRICS, et j'ai interviewé Paul Maschetel, le vice-premier ministre sud-africain, à Saint-Pétersbourg, à la conférence de Saint-Pétersbourg cette année, qui était énorme, soit dit en passant. Et nous en avons parlé, et il a dit, il y a un vrai sentiment au sein des pays BRICS maintenant, que les invitations ont été envoyées pour les BRICS. Et l'idée était, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et il y avait un peu cette impression, c'était un peu comme organiser un grand dîner et servir des Pringles avec une sauce. Quand les invités arrivaient, vous savez, on avait le sentiment que les BRICS étaient une bonne idée, que nous allions coopérer, mais personne ne comprenait vraiment comment cela allait se passer. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est que le conflit en Ukraine a été ce catalyseur, et il a démontré la valeur de ces relations et des accords présignés. Par exemple, l'Iran ayant une place, si vous voulez, dans les BRICS, alors qu'il a été frappé par les États-Unis dans cette idée unilatérale, attaqué par Israël et les États-Unis. Il avait déjà des canaux ouverts avec à l'intérieur des pays BRICS. Souvenez-vous, c'est l'un des, avant la Russie, le pays le plus sanctionné de la planète, également le principal développeur de drones et de missiles sur Terre, malgré les sanctions. Et il y a une continuité entre la Russie maintenant, le pays le plus sanctionné au monde, qui a réussi à produire le missile Ornik, que l'OTAN, les États-Unis et n'importe qui sur Terre ne peuvent même pas localiser avant qu'ils ne frappent leur pays.
Donc l'idée que les sanctions allaient contraindre les gens à se soumettre et se conformer à cette hégémonie mondiale est tellement ridicule, folle et insensée. Et cela a été maintenant prouvé par le fait que les BRICS semblent être à l'aube de quelque chose de beaucoup plus grand. J'entends dire que de vraies alliances pourraient se former, pas seulement géostratégiques, mais aussi énergétiques, parce que c'était essentiellement, les BRICS étaient une forme de coopération. C'était presque un modèle inspiré de la communauté économique européenne, la CEE des années 1970, qui bien sûr était une excellente idée jusqu'à ce qu'elle devienne l'Union européenne. Les BRICS ont donc beaucoup appris de cela. Mais quand on voit ce qui est arrivé à l'Iran, ce qui est arrivé à la Russie et ce qui se passe avec la Chine, particulièrement à propos de Taïwan, et cette idée que la politique une Chine, acceptée sur le papier mais très cyniquement, des armes sont fournies et il y a une agitation politique contre la Chine en tant que régime autoritaire. D'un autre côté, ces grandes puissances, qui le sont, de grandes puissances régionales. Et si vous ne quittez jamais les États-Unis ou Washington et que vous travaillez pour un journal complètement délirant, style livre magique comme Foreign Policy, où vous savez, l'un de ces journaux, vous n'êtes jamais obligé et vous ne serez jamais renvoyé pour écrire les absurdités les plus délirantes de l'histoire. Je n'ai jamais vu un seul journalisme responsable venant de ces gens qui disent « La Russie, nous les vaincrons en 3 semaines ». Vladimir Poutine est diabétique et dans le coma, et les Russes n'ont plus que 4 missiles. Des choses comme ça ont été publiées, souvenez-vous, il y a 3 ans, et nous voilà avec les mêmes personnes qui publiaient cela et qui disent maintenant « il faut les arrêter ». Un ami à moi, Brian MacDonald, un journaliste irlandais basé ici, en 2015, a inventé le terme « russophrenia ». Et ce terme signifie « Vous croyez que la Russie est en effondrement imminent. Toute la société russe s'effondre ici. Vous êtes susceptible d'être poussé par la fenêtre, vous allez être envoyé au gulag. Mais aussi, la Russie va conquérir le monde. » Comment fait-on cela? Comment la Russie peut-elle menacer l'ordre mondial tout en étant en effondrement perpétuel? Cela définit la politique étrangère délirante de think tank. Comment cela informe la politique, venant de gens qui, franchement, sans être insultants, comme Donald Trump, qui vit dans un domaine de golf palatial? Souvenez-vous, c'est un homme qui a été élevé dans une école militaire d'élite, loin de toute civilisation, et qui a ensuite commencé son empire commercial avec un petit prêt de son père d'$1 million. N'oubliez pas à qui nous avons affaire pour formuler la politique. Et aussi, c'est presque comme dans la cour du tsar orange. Maintenant, il y a un excellent livre, The Court of the Red Tsar, où Staline pouvait vous regarder d'une certaine manière, et ce qui signifie vous étiez sur le point d'être promu ou quelque chose d'autre allait vous arriver. Je vois la même dynamique dans le bureau ovale de Trump. Et dans mon émission, je fais l'émission Moscow Mules. Cette semaine, nous avons examiné cela et compilé. Tout le monde doit presque reculer dans la pièce, comme un vassal médiéval, pour dire « Ne les contrariez pas, quoi que vous fassiez. » Et cela ne contribue pas à une politique étrangère proactive et incisive. Non. Cela contribue à une conformité pseudo-religieuse avec un ego qui veut résoudre les guerres, même si elles ne sont pas résolues. Donc il faut comprendre, les BRICS voient cela. Il y a des gens très intelligents à Téhéran, des gens très intelligents à New Delhi, des gens très intelligents à Moscou. À mon avis, si je joue aux échecs, je sais de quel côté de l'échiquier je veux être. Et il va sans dire, la plus grande économie manufacturière de la planète, la plus grande démocratie de la planète, le plus grand fournisseur d'énergie de la planète. Et ce sont des économies en croissance. De l'autre côté de la table, vous avez Ursula von der Leyen, Donald Trump et M. Navarro, qui, à la fin de sa déclaration aujourd'hui, disant qu'ils allaient punir l'Inde, a ajouté « Voilà mon histoire, et je m'y tiens ». Vous imaginez? Donc j'espère que cela répond à votre question. Oui, ça répond. Oui, ça répond. Patrick, je veux te donner la parole. Et Shay, je sais que ton temps est limité, donc tu peux partir quand tu veux. Mais Patrick,
Je veux juste ajouter à ce que sûrement Shay sera d'accord ou pas. La menace de sanctions secondaires contre quiconque commerce avec la Russie, puis visant l'Inde sur cette base. Je pense que Donald Trump mérite une récompense des BRICS. Je veux dire parce que ce mouvement est un véritable coup de maître pour les BRICS. Donald Trump a fait plus, et Peter Navarro a fait plus, pour les BRICS que quiconque. Il devrait recevoir la médaille de la liberté. Qu'en penses-tu, Shay? Médaille de la liberté des BRICS. C'est évident. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. D'accord? Vous savez pourquoi ces puissances émergentes, qui ont des amis et ne sont pas isolées, pourquoi se plieraient-elles? J'ai écrit récemment que si l'Inde cède sous cette pression économique des États-Unis, elle accepte en fait de ne plus être souveraine. Parce que sûrement, après la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis ont créé leur hégémonie avec la mise en place du dollar, une monnaie basée sur la dette, en Afrique ils l'ont fait, en Europe, le plan Marshall n'était pas seulement pour reconstruire l'Europe, il s'agissait de créer une dépendance à un dollar, un système monétaire mondial basé sur la dette. Et vous savez, les États-Unis n'ont pas besoin d'envahir votre pays. Ils peuvent simplement dire « nous allons appeler vos prêts » ou « nous allons vous mettre sous pression économique ». Vous ne pouvez pas faire ça avec l'Inde. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils n'ont pas pu le faire avec la Russie. Souvenez-vous, les États-Unis ont imposé plus de 13 000 sanctions contre la Russie et il y a 10 jours à peine, le président américain a serré la main du même homme qu'il sanctionnait. C'est une situation ridicule. Bien sûr, ce qu'il devrait faire, comme l'a dit Jeffrey Sachs, un homme très érudit, bien plus intelligent que moi, c'est combler cet écart avec, vous savez, devenir partie prenante dans un monde unipolaire. Personne n'a de problème avec le dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'est le dollar qui a un problème avec le reste du monde. Ce n'est pas l'inverse. Et Vladimir Poutine l'a répété à plusieurs reprises. Nous n'avons pas de problème avec le dollar ou le commerce avec les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui essayent d'armer une bonne idée contre nous. Et ils ne vont pas le tolérer. Donc je pense, si les BRICS et si un monde multipolaire, expression très utilisée, je m'en lasse un peu parce qu'elle est mal interprétée et mal employée, si cela doit arriver, nous sommes dans le creuset, ce four de pression qui a été créé maintenant. Je ne vois pas Modi, Xi et Poutine se regardant et ce sommet qui va se tenir le 3 septembre, dans quelques jours, où la Chine d'ailleurs va montrer ses vastes investissements militaires passés, je ne vois pas ces hommes se dire « Je suis terrifié ». Que ressentez-vous? Nous devrions probablement nous rendre. Qui veut partir en premier avec son épouse? Je ne les vois pas faire ça. Et souvenez-vous, quand le président Xi a visité Moscou, j'étais là. J'étais au Kremlin. J'ai vu le président Xi quitter le Kremlin et Vladimir Poutine se saluant. Et nous avons entendu, nous sommes à l'aube de l'histoire. Nous allons définir cette nouvelle ère pour nos peuples et pour chacun. Ils se le sont dit et je ne crois pas que ce soit une déclaration insincère. Et maintenant, les Américains et les Européens, moins significatifs, ont maladroitement ouvert cette moule pour que la Chine, l'Inde et la Russie y versent et fassent des BRICS quelque chose de bien plus tangible et puissant qu'une simple idée. Oui, parce qu'en fin de compte, le G7, toutes ces organisations mondiales multilatérales, elles reposent sur la confiance. Même l'OMC, tout repose sur la confiance. Chaque traité repose sur la confiance. Donc quand les pays BRICS se rassemblent, la force des BRICS, comme toutes ces organisations, est qu'il y a une confiance implicite. Vous allez honorer vos engagements envers vos partenaires. Sur ce point, nous allons faire cela pour vous et ce sera dans 10 ans. D'accord, nous signons, vous pouvez en être sûr. Cela a été totalement rompu avec les États-Unis, comme l'a dit Lavrov. Ils ne sont plus capables de conclure des accords. Enfin, c'est la base de l'hégémonie américaine. Parce que les États-Unis ne peuvent pas être hégémons mondiaux sans partenaires, sans aide. Et maintenant, ils perdent leurs partenaires, ils menacent leurs alliés avec des sanctions secondaires, ils menacent tout le monde avec des tarifs punitifs. Totalement insensés.
Donc vraiment, Donald Trump accélère la fin des États-Unis comme hégémon mondial. Mais la partie la plus drôle de l'article Foreign Policy que Danny nous a montré, celui qui s'appelle Crapo, disant « Oui, la Russie fournit de l'énergie bon marché, mais il faut plus que ça. » Non, cette énergie bon marché est la base de toute votre économie. Qui renoncerait à l'énergie bon marché, à part l'Allemagne et l'Europe, et se suicider économiquement? Les gens vivent vraiment dans un autre monde. Et c'est incroyable qu'ils aient un travail stable pour écrire des articles Foreign Policy. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Bon, pas de technologie avancée. Patrick et la Russie n'en a pas. Rien de tout ça. Oubliez l'Arctique, oubliez le Kinzhal, oubliez tout. Je parle avec vous maintenant par un simple lien. C'est de la technologie de pointe, des pelles ils transforment. Des machines à laver, en ce qu'ils font, des machines à laver, c'est de l'artillerie. Bien. Shay, je sais que tu dois partir. Je te laisse. I'll let you go. Have a good flight. And, Thanks. Un plaisir. J'espère parler avec vous tous bientôt. Merci à tout le monde. Bye. All right, Patrick. So we can finish up here. Just with that. Absolument. Au revoir. D'accord, Patrick. Nous pouvons conclure ici, juste avec ce point. Je veux dire, en fin de compte, et avec la Chine, c'est comme l'Inde a le droit, sans aucune justification, le droit d'être menacé par la Chine. Pendant ce temps, c'est l'administration Trump qui applique les droits de douane de 50%, et c'est l'administration Trump et l'Europe, ensemble, qui regardent constamment, qui sanctionnent ensuite à cause de la Russie, et tout cela arrive à un point critique. Je veux dire, il y a aussi, vous savez, lors de la journée de la victoire de la Chine, vous allez voir la République populaire démocratique de Corée. La Corée du Nord, vous allez voir, je veux dire, tout le monde arrive du monde multipolaire et beaucoup de ces pays n'ont pas de base militaire américaine. C'est essentiellement une convocation de ce que beaucoup de néoconservateurs appellent l'axe du bouleversement. Mais il y a aussi la situation à Gaza, le conflit en Ukraine, il y a tellement de choses qui, selon moi, retiennent les États-Unis vers le bas et la classe politique américaine, le blob de la politique étrangère, ils sont tellement prêts et disposés à suivre. Mais quelle est votre évaluation de la situation globale en tenant compte, vous savez, non seulement de ces tarifs, mais de la position générale dans laquelle se trouvent les États-Unis en tant qu'hégémon mondial? Well, the overall position is, just to add to what you said quickly about India and China. Eh bien, la position globale et juste pour ajouter rapidement à ce que vous avez dit sur l'Inde et la réaction de la Chine. La réaction de la Chine à la menace de sanctions secondaires de Trump contre l'Inde a été de lever les restrictions à l'importation. Donc, toutes ces restrictions entre la Chine et l'Inde, elles pourraient être des restrictions anti-concurrence ou concerner certaines applications militaires. La Chine a annoncé qu'elles allaient être levées immédiatement. La Chine a fait cela intentionnellement. Elle l'a fait pour montrer à l'Inde, ne vous inquiétez pas, nous allons augmenter notre commerce, nous allons nous rapprocher, nous allons avoir une meilleure relation et ce sera gagnant-gagnant. Donc, qui aurait pu livrer cela sinon Donald Trump? Mais c'est pas ce que Trump avait prévu. Bien que, si vous lisez QAnon, ils diront sûrement qu'il s'agit d'un mouvement d'échec en 5 dimensions. Trump essaie vraiment d'accélérer le monde multipolaire et toutes ces bonnes choses pour ce monde, si vous croyez ce genre de choses.
Mais, de manière générale, je pense que l'Iran reste sûrement le pivot ultime entre l'Asie occidentale et l'Asie orientale et l'Asie du Sud. Géopolitiquement parlant, pour toutes les choses que la Chine souhaiterait accomplir avec l'initiative Belt and Road et tout ce que les pays BRICS souhaiteraient accomplir, l'Iran, auquel vous pouvez ajouter l'Azerbaïdjan et d'autres États voisins, est le pivot clé. C'est le pivot géopolitique central, sans aucun doute, et beaucoup d'énergie va être consacrée à cela, du côté américain, du côté israélien, pour saper l'Iran. Parce que ça nous ramène à la question éternelle. Concernant Israël, est-ce que la queue remue le chien, ou Israël est-il un point d'ancrage pour l'impérialisme occidental? Ma réponse a toujours été, c'est les deux. C'est une relation symbiotique, où vous savez, les États-Unis soutiendront Israël, lui permettront d'exister, lui permettront de poursuivre le projet du Grand Israël, à condition qu'Israël reste un atout pour l'impérialisme et l'hégémonie anglo-américaine. Et quand je dis anglo-américain, je parle des Britanniques et des Américains. Parce qu'ils sont leaders, ils dirigent encore l'Europe. L'Europe joue simplement un rôle secondaire par rapport à l'établissement anglo-américain. Même si, collectivement, l'Europe pourrait, vous savez, était très proche de surmonter cela, juste avant le Covid avec l'avancée de l'Union européenne de défense, mais cela ne s'est pas produit. Et à la place, nous avons eu la guerre en Ukraine et l'OTAN dirigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, est maintenant en position dominante pour déterminer les affaires militaires, économiques et politiques en Europe. Mais Israël est autorisé à faire cela. Quand Israël devient un fardeau, l'établissement anglo-américain doit repenser l'avenir d'Israël. Israël a donc une emprise très forte politiquement et financièrement aux États-Unis sur la législation et sur l'économie politique américaine. Il en va de même pour l'Europe. Nous parlons de milliers d'organisations de lobbying israéliennes et d'organisations d'intérêt. L'académique britannique David Miller a cartographié seulement le Royaume-Uni. Je crois 3000 organisations. Au sommet de cet arbre, quelques dizaines. Aux États-Unis, probablement le même nombre ou plus. Donc, c'est très enraciné dans le tissu et la biosphère de la politique américaine et européenne. Mais l'argent, où va le capital? Où va l'investissement direct? Où la City de Londres investit-elle en Europe? Où vont-ils obtenir le meilleur retour sur investissement? À l'ouest ou à l'est? Évidemment, c'est à l'est, parce que c'est là que se trouve la croissance, là où se trouve l'innovation, l'expansion, les infrastructures, et c'est là que vous avez des gouvernements comme la Chine et la Russie qui ont pris le contrôle de l'État, peut-être l'Inde dans une certaine mesure. Je ne connais pas très bien les politiques de M. Modi sur l'économie dirigée par l'État, mais je connais bien celle de la Chine et de la Russie. Et cela donne stabilité et prévisibilité. Où investir? Bien sûr, le capital ira automatiquement là où il y a stabilité et prévisibilité, parce que c'est là que le retour sur investissement sera. Donc ça pourrait, en fin de compte, surpasser l'héritage du sionisme et son incroyable influence sur la politique étrangère américaine et européenne. La politique européenne, le lobby sioniste et israélien, a créé des alliances avec l'extrême droite en Europe et aussi dans une certaine mesure aux États-Unis. Mais si l'on considère Trump et le mouvement MAGA comme extrême droite, ce n'est pas la même chose pour moi. L'extrême droite populiste en Europe, Israël a fait un effort concerté absolu pour s'approprier et construire des alliances sur tous ces enjeux. La violence, la destruction, l'horreur, les massacres, vous savez, l'utilisation gratuite de la force militaire contre des zones civiles densément peuplées, c'est mauvais, vraiment mauvais. Le nettoyage ethnique, le génocide de la population palestinienne native, c'est tout simplement indicible. Nous n'avons jamais rien vu de tel de notre vivant dans l'ère moderne. Mais ce qui est encore plus effrayant, est-ce cela ou le fait que personne ne peut intervenir pour l'arrêter? Que personne ne peut retenir Israël, ni le soutien américain, ni le soutien britannique, et que les gens essayent de contourner la question en disant « Oh, ce n'est pas… » J'ai eu une conversation avec quelqu'un ce week-end lors d'un événement. J'ai dit, et il ne savait pas quelles étaient mes positions, mais mon ouverture a été « Y a-t-il un génocide blanc en Europe ?» Parce que vous entendez cette idée circuler, il y a un génocide blanc. Nick Fuentes, un génocide blanc.
génocide, génocide blanc. Et il y aura sûrement les types d'extrême droite qui diront « Oui, il y a un génocide blanc en cours ». Et je demanderai « Y a-t-il un génocide à Gaza ?» Pas vraiment. Je ne veux pas utiliser le mot génocide. C'est un peu fort. Voilà où nous en sommes maintenant. Et ce n'est pas une bonne position politiquement, intellectuellement, ni socialement. Beaucoup de gens croient des choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Et leur politique est influencée par cela. Ils sont manipulés par des gens comme Elon Musk et les milliardaires oligarchiques qui jettent de l'argent pour diviser les gens. Et c'est presque comme s'ils voulaient provoquer une guerre civile et sûrement une troisième guerre mondiale derrière tout ça. C'est ce que cela semble être, du moins. Voilà les signaux envoyés. Et donc, vous savez, je pense que l'Occident est dans une position vraiment très difficile. La marque israélienne est définitivement compromise. Elle ne se remettra jamais. Les Israéliens avanceront dans l'histoire en niant qu'ils sont Israéliens. Ils voudront s'identifier à une autre nationalité. Cela va se produire. Ils sont très proches d'obtenir leur solution finale à Gaza. Mais ce faisant, c'est la victoire pyrrhique ultime. Ils perdent leur légitimité et ils finiront probablement par perdre leur État juif en conséquence. C'est ainsi que l'histoire se déroule. Mais la question est, quels dommages peuvent être causés entre-temps pendant ce processus? Voilà la partie effrayante. Et qui va l'arrêter? Quelle nation, même une nation européenne, pourrait intervenir et dire « Nous allons imposer un embargo à Israël, qui est avec nous ». Et le faire publiquement en défiant tout le monde sur le plan moral. Cela existe-t-il? Est-ce le prochain président américain? Comment cela va-t-il se passer? Si ça n'arrive pas, je pense que nous allons avoir de gros problèmes. Je ne suis pas un pessimiste, mais je lis le terrain et j'essaie de voir qui va intervenir. Il n'y a personne. Oui, je suis inquiet. Je suis content que nous ayons terminé le programme d'aujourd'hui sur le concept d'Israël comme véritable instrument de l'Empire, parce que, en parlant, je ne cessais de penser au sentiment d'impuissance ressenti par les populations occidentales, surtout aux États-Unis, sur cette question particulière, sans aucun concept de l'enjeu global. Chaque mort palestinienne, chaque massacre, chaque génocide, chaque mouvement pour déstabiliser la région, nous le voyons. Les Israéliens, Israël et les États-Unis, ils s'en fichent. L'Europe s'en fiche aussi. Ils s'intéressent à autre chose. Ils ne se soucient pas des populations locales. Ils les considèrent comme des sous-hommes. Ils n'existent pas à leurs yeux. Les empires ne tuent pas, juste pour tuer. Certes, certains qui manient les armes ne réfléchissent pas à l'échelle globale, mais ceux qui donnent les ordres, ceux qui facilitent le processus, ne le font pas sans raison, ils poursuivent des intérêts très stratégiques. Et c'est inquiétant parce que beaucoup de gens ne saisissent pas le tableau d'ensemble et se laissent distraire. Ils veulent que le Sud global arrête le génocide ou que quelqu'un d'autre fasse tout ça à leur place. Mais en réalité, comme vous l'avez dit, Patrick, cela doit venir de la source pour arrêter ce processus et aider dans cette dynamique plus large les États-Unis et Israël comme arme principale dans la région. Ce processus d'intégration, de multipolarité, d'un ordre plus juste et équitable quel qu'il soit, et, quelle que soit son évolution actuelle, ce sens de responsabilité est dilué à cause des forces politiques que vous avez décrites. Y a-t-il des commentaires finaux avant que nous terminions? But that's the aim. So your final thoughts on this, Patrick? Yeah, the Zanzer corridor, I can't pronounce. Le dernier point que je dirais, en suivant ce que vous avez dit, malheureusement, tous les pays ne sont pas égaux. Il y a des pays plus grands, des pays moyens, des petits États, des micro-États, des acteurs non étatiques, et dans cette hiérarchie, que cela plaise ou non, certains sont mieux dotés que d'autres dans le système actuel. C'est là que résident les problèmes, mais c'est aussi là que réside l'opportunité. La politique entre en jeu. Si ces grands États ont un leadership compétent et coopèrent pour le bien général, non seulement de leur pays mais de l'humanité,
alors des résultats positifs sont possibles. Mais si ces grands États ont des problèmes, désaccords, divergences profondes de vision, alors il y a des problèmes. Et c'est le système que nous avons. Malheureusement, c'est ce que nous avons. Oui, oubliez le choc des civilisations. Je ne qualifierai pas l'Occident de civilisation, ni les États-Unis d'ailleurs. C'est un choc d'idées et de systèmes. Mais Patrick, ce fut un plaisir de vous avoir ici. Nous allons nous arrêter là. Tout le monde, assurez-vous de consulter la description de la vidéo. Vous pouvez trouver ou suivre le travail de Patrick sur Substack et 21st Century Wire. Bien sûr, les informations pour les autres invités y sont également disponibles. Appuyez sur le bouton j'aime avant de partir. Assurez-vous aussi de consulter la description de la vidéo pour tous les moyens de soutenir à la fois les invités et ce programme. Patrick, un dernier mot avant que nous concluions. Non, je pense que nous allons nous arrêter là. Il y aura encore beaucoup à venir. Je suis sûr que les choses vont devenir très animées à l'automne. Oui, c'est le week-end de la fête du travail après tout. Les élites se reposent pour l'instant, prêtes pour le prochain changement illégal. Absolument. Très bien, tout le monde. Prenez soin de vous. Je reviendrai bientôt. Au revoir.